Et c'est une revue militaire américaine, AFJ, sortie en juin 2006, qui a publié, sous la plume de Ralph Peters, 2 cartes. Elles sont là, enfin, il y en a une déjà sur la couverture. La carte de gauche, la carte du Proche-Orient avec les frontières actuelles, et la carte de droite avec des remaniements territoriaux en fonction de critères ethniques et religieux. C'est comme les coupes de cheveux, vous avez after et before. Et l'article, j'ai la chance d'avoir la revue qui publie cette carte, parce que je voulais avoir l'original. J'avais entendu parler du truc, mais je voulais vraiment avoir le document pour être sûr. Et ces cartes sont accompagnées d'un article intitulé Frontières de sang. Et en gros, Ralph Peters dit qu'il faut remanier d'un point de vue territorial tous ces États. Et à un moment donné, il lâche le point clé. Il dit, bon, vous allez voir ça sur cette carte-là, qu'il faut créer un État sacré de l'islam regroupant Médine et la Mecque, et il ajoute une sorte de Vatican musulman doté d'un, je cite, conseil représentatif tournant pour modifier les règles de l'islam, pour le rendre adaptable, selon lui, à la modernité. C'est-à-dire, en gros, faire un Vatican II de l'islam. Vous avez dans le christianisme, dans le catholicisme, Vatican II. Avant Vatican II, donc je rappelle, c'est 1958, enfin, ça a commencé en 59, ça se termine en décembre 1965 avec Paul VI. C'est Jean XXIII qui a lancé, et ça a été terminé par Paul VI. Pour résumer, avant Vatican II, l'Église disait que les hommes et les sociétés devaient j'allais dire, se soumettre à Dieu, à l'autorité de l'Église, et entre autres, c'était dans le cas de la France, les papes qui disaient qu'il fallait instaurer la royauté du Christ. On n'aime pas, mais c'est ce qu'ils disaient. Après Vatican II, les hommes d'Église disent c'est à l'Église de se soumettre au monde. C'est un bascule. Bon, on n'aime pas, mais c'est ce qui se passait. Pour la petite histoire, je vous parlais du prix Charlemagne. Le prix Charlemagne est donné une fois par an. Exceptionnellement, il y en a eu 2 pour l'année 2004. Un qui a été donné au président du Parlement européen, l'Irlandais Pat Cox, et le deuxième à Jean-Paul II. C'est révélateur, comme Simone Veil. Alors, c'est amusant de donner un prix à quelqu'un qui est contre l'avortement et un autre qui est pour l'avortement. Toujours le principe des oppositions. On reconnaît toujours cette dualité. Et donc, en fait, dans les textes américain, mais aussi les textes, et le livre, je crois, n'est pas ici, mon dernier livre, sur la fondation Bertelsmann, il est écrit texto qu'il faut modifier les structures de l'islam pour le rendre, entre guillemets, moderne. Moderne à la sauce euro-américaine, c'est-à-dire, bon, enfin, moderne, voilà, je ne fais que redire ce qu'il a. Et vous avez un zoologue, vous allez voir la comparaison peut-être curieuse, mais je vais retomber sur mes pieds. Vous avez un zoologue autrichien qui s'appelait Konrad Lorenz. Vous savez, le coup des canards ou des oies, et c'était lui qui remplaçait la mère, et tout le monde, coin le suivait. Bon. Konrad Lorenz est le fondateur de ce qu'on appelle l'éthologie, bon, et en particulier de ce qu'il appelait la méthode d'imprégnation. Je vous ai cité le processus de Barcelone de 1995, 2003, 2004, la PEV, politique européenne de voisinage, qui consiste à imposer, à imprégner les concepts euro-atlantistes dans ces sociétés musulmanes. Et en fait, ça laisse des marques. Parce que, et c'est ce que je racontais dans un de mes livres, La décomposition des nations européennes, où j'étais quand même content d'écrire en 2004, que ces mesures euro-atlantistes appliquées à ces sociétés musulmanes complètement différentes du modèle européen, où dans un cas on distingue spirituel et temporel et dans l'autre on fusionne, et bien ces méthodes euro-atlantistes imposées à ces pays, ou en tout cas imposées, proposées, mais proposées vraiment en appuyant, et bien allaient donner des étincelles. Et je suis content d'avoir écrit qu'on était à l'aube d'un choc des civilisations. C'était en 2004. Nos experts, pseudo-experts de l'IFRI, de l'IRIS, n'ont jamais vu clair dans ce truc-là, puisque je vous disais tout à l'heure qu'un des députés, un député que je connais un peu, qui s'appelle Jacques Miard, m'a raconté, enfin, on était plusieurs, nous a raconté, c'était mardi
mardi dernier, que le 22 décembre 2010, 22 décembre 2010, vous avez eu un séminaire à l'Assemblée nationale avec tous ces tronches de spécialistes, enfin, officiellement spécialistes des relations internationales. Il nous a dit, avec ses experts, on a parlé de tout. De la Russie, de la dissémination nucléaire, l'Amérique du Sud, etc., etc. On a parlé de tout, sauf de la révolte des pays musulmans. Nous étions le 22 décembre 2010. C'est-à-dire que ces pseudo-experts n'avaient pas compris qu'un tsunami, qu'une révolution se préparait en Tunisie, puis Proche, Libye, etc. À Lyon-Marie non plus. Comment? À Lyon-Marie non plus. Ah oui, bah, tous. Mais j'allais dire, à la rigueur, les politiques, hein, enfin, ce ne sont pas des politiques, ce sont des politiciens. Il faut s'appeler politique, il faut s'appeler Bismarck ou Richelieu. Mais ces experts, vous savez, les experts, ils pensent. Bon. Eh bien, pas le 22 décembre 2010, on n'a pas un dire, attendez, ça commence à sentir un peu le roussi là-bas. Rien. Ça, c'est révélateur. Parce qu'en fait, et ça, c'est le malheur de nos sociétés, en France, en Italie, peu importe le pays, enfin, en tout cas dans les pays européens, c'est le matérialisme. Ces gens-là ont une vision matérialiste. Ils n'ont pas une vision civilisationnelle. Pourquoi en 2004, dans un de mes livres, La décomposition des nations européennes, je parlais de ce risque de conflit? Parce que le fond de l'histoire est toujours religieux et s'appuie toujours sur des concepts de civilisation, au même titre que nous tous. Nous avons tel physique, telle couleur de cheveux, etc. Mais ce qui nous marque en priorité, c'est notre origine sociale. L'origine sociale de notre père, de notre mère, la religion, l'amour ou le non-amour qu'on a reçu de nos parents. C'est ça qui forme, et qui forme ou déforme. Et dans ces pays-là, il y a une volonté de contamination des méthodes euro-atlantistes qui se heurtent à des pays musulmans dont la tradition est absolument à l'opposé. À un moment donné, ça fait des étincelles. Alors, à l'époque, j'étais incapable de dire que ça allait péter en 2011, ça bien sûr. Mais je me souviens qu'à l'époque, vous verrez, c'est dans mon bouquin La décomposition des nations européennes, à partir de la page 150. Voilà, des référents. Et j'en reparle là-dedans, parce que finalement, je voulais continuer dans la lancée, la bonne lancée, mais bien comprendre qu'en fait, on est dans une tentative de déstabilisation complète et de fragmentation. Je vais quand même terminer par ça, par la dernière ligne droite, la finalité, c'est de créer des blocs continentaux, européens, nord-américains, sud-américains, africains, etc., l'Union africaine, asiatique, constituant une architecture générale dans le cas d'un Parlement mondial qui a été lancé de la manière la plus officielle dans le cas des Nations Unies, l'APNU, Assemblée parlementaire des Nations Unies. Vous tapez sur Google APNU et vous tomberez sur le site officiel. D'ailleurs, c'est un Allemand qui fait ça, qui s'appelle Andreas Bummel, qui, c'est intéressant, est membre du FDP. Le FDP, c'est le Parti libéral dont l'ancien patron, Guido Westerwelle, est l'actuel ministre des Affaires étrangères de la mère Angela, enfin Angela Merkel. Bon. Donc c'est intéressant de voir la collusion du monde germanique avec le monde anglo-saxon. Nous avons un dollar, un euro qui est incompatible d'abord avec le monde, les différentes économies européennes. L'euro pour l'Allemagne et le Portugal, ça ne va pas ensemble. Et comment dire, l'Allemagne étant plus puissant, elle impose sa loi. Nous avons un dollar aussi qui va un jour ou l'autre s'écrouler, puisqu'il y a l'objectif de la volonté de créer une monnaie mondiale. Ça a été lancé entre autres, en fait c'est un projet ancien, mais ça a été vraiment officialisé. Vous avez le rapport du FMI du 13 avril 2010 qui dit qu'il faut mettre en place une monnaie mondiale, le Bancor. Le rapport est en anglais, avec une banque centrale mondiale. Alors, en fait, on est à l'intersection d'un projet, soit on passe directement à une monnaie mondiale suite à un effondrement du dollar, qui un jour ou l'autre va s'écrouler parce que les perclus de dette, les bons du trésor américain, c'est la Fed qui rachète tout ça. Le Japon, avec le tsunami, le tremblement de terre, ne peut plus acheter les bons du trésor. Ça aussi, ça va fragiliser l'économie américaine. Le dollar va s'écrouler tôt ou tard. Ça a été annoncé, c'est dans le bouquin, enfin annoncé, préparé, par la revue du CFR, Foreign Affairs, qui en 2007 annonçait la mise en place d'une monnaie mondiale et l'écroulement d'un des monnaies qui vont avec, dollar compris. Donc en fait, on est dans
dernière ligne droite, et je terminerai par ce dernier exemple. En janvier 1988, vous avez la revue financière anglo-saxonne, The Economist, qui proposait pour 2018 une monnaie mondiale appelée le Phénix. Et vous pouvez même retrouver la photo, la couverture de The Economist de janvier 1988 en tapant sur Google Economist 1988 et Phoenix, image. Vous avez sur la couverture le dollar, le yen et le mark qui brûlent et descendent, naissent un oiseau, le phénix. Pour que les élites anglo-saxonnes en 1988 aient déjà prévu en 2018, en sachant que ça sera peut-être 2020 ou 2022, mais ça donne des repères, une monnaie mondiale, je me dis que la décennie qui vient va être décisive et que nous, on va peut-être passer un sale moment. Voilà, merci. Là, je bois.